écologue forestier, disons que c'est mon étiquette. Je travaille à Montpellier, au CIRAD, comme chercheur. Je suis aussi quelqu'un qui, au bout de 30 années maintenant de travail, essaie de sortir des frontières que j'ai cru m'avoir été imposées, qui en réalité ne le sont pas, et à m'intéresser à la nature au-delà même de l'écologie, en tout cas au-delà même de l'écologie scientifique, qui est parfois circonscrite dans un champ très, très délimité. Et je m'intéresse beaucoup à la question du sensible et à cette manière dont la science a, par erreur il me semble, vraiment par a priori, rejeté le sensible en pensant que c'était un obstacle à la connaissance, alors qu'en réalité la connaissance, toute connaissance commence par le sensible. Enfin moi j'en suis persuadé. Alors quand on se pose la question qu'est-ce que c'est que vivre en harmonie avec la nature, ma première réaction c'est de me dire comment est construite cette question. Vivre avec, ça veut dire quoi? Vivre avec, ça peut vouloir dire rester en dehors, justement. Harmonie avec la nature, pour moi, ça me renvoie à la posture scientifique qui est une forme de mise à distance. Un peu en survol, au contraire d'une attitude qui consisterait à rejoindre, à être en inhérence avec la nature, en l'occurrence avec le vivant, puis avec tout ce qui tourne autour du vivant. Être en harmonie dans la nature, là c'est autre chose. On quitte, me semble-t-il, le domaine de la pensée pour rejoindre celui du corps. Ou alors si on reste dans le domaine de la pensée, on est très en amont. Et on est dans ce qui, dans la pensée, tient peut-être de la perception. C'est vraiment ces premières choses, ces premiers éléments à partir desquels naît la pensée. Avant d'être construite, où là vraiment il y a le mental qui prend le relais, l'intellect, etc. Donc pour moi, cette question d'harmonie, donc dans la nature, c'est vraiment une affaire de mise en jeu de sa propre sensibilité, enfin sa propre sensibilité en tant qu'être humain, je veux dire la sensibilité de l'être humain qui est peut-être, alors je pense que nous en sommes plutôt bien pourvus, contrairement à ce qu'on pourrait croire a priori, on pourrait dire un petit peu je sais pas, par erreur en tout cas, que nous sommes surtout des êtres pensants, des êtres humains. Je pense que ce n'est pas le cas, je pense que nous habitons un corps, de toute façon, où nous sommes notre corps, et que nous sommes surtout des êtres sensibles. Mais bon, le fil de l'histoire, le fil de la construction de notre culture, nos propres itinéraires parfois, nous amènent à nous faire croire que finalement ce sensible-là non seulement n'est pas digne d'intérêt, mais parce qu'il n'ouvre pas sur des connaissances réelles, objectives, mais c'est là où le terme objectif est dangereux aussi, parce que ça veut dire transformer les choses en objets, que ce n'est pas, non seulement que ce n'est pas digne d'intérêt, mais qu'en plus finalement bon, notre part sensible n'est peut-être pas si forte que ça. Et en réalité, plus le temps passe, enfin me concernant, plus je suis persuadé que nous sommes des êtres profondément sensibles. Les fois où j'ai vraiment été en contact avec ma propre sensibilité dans la nature correspondent à des moments où je me suis offert, je dirais, des séances d'écoute des oiseaux. Il faut se donner du temps. Moi j'aime beaucoup écouter les oiseaux. Bon, j'ai un tempérament un peu musicien, donc j'aime bien faire travailler ce sens particulier qui est l'écoute. Et finalement c'est au fil du temps où je me suis aperçu qu'on peut écouter des oiseaux en y trouvant énormément de choses. Enfin quand je dis énormément de choses, c'est finalement
quand on travaille un sens, je pense qu'on tire les autres sens aussi, c'est de la synesthésie, quoi. Même si on travaille un seul sens, les autres sens en réalité sont mobilisés. Et plus ça va, plus j'entends lorsque j'entends des chants d'oiseaux, là je viens d'entendre un merle noir, je le reconnais, mais ça ne m'intéresse plus d'identifier un chant d'oiseau. Mais ce que j'aime bien, c'est percevoir vraiment profondément. Alors c'est très difficile de mettre des mots sur le sensible, hein. On est mal éduqué pour ça, je dirais. Mais j'y perçois de la couleur, une certaine étoffe, une certaine consistance, beaucoup de richesse. Le chant, je le visualise. Mais ça, c'est au fil du temps. Et donc, je m'aperçois que ça, c'est de l'éducation, mais cette éducation, cette auto-éducation, en fait, elle revient à aller chercher en moi ce qui est là depuis toujours, enfin depuis ma naissance, je dirais même depuis la naissance des êtres humains. Mais mon parcours, je pense, ce qui a été non pas rédhibitoire, mais fatidique, c'est l'école. L'école où on met une chasse de béton là-dessus, quoi. Donc il faut aller le chercher. Et c'est dommage parce qu'il faut faire le chemin inverse. Il faudrait retrouver une forme de scolarité qui n'occulte pas autant la sensibilité que ça a été le cas dans ma propre expérience, dans mon propre cheminement. L'antithèse de cette harmonie que je peux ressentir dans la nature, c'est quand je suis dans mes pensées. Quand je suis dans mes pensées, je ne suis pas dans la nature. Et malheureusement, moi je pense que je suis comme tout le monde, je suis envahi par mes pensées. Et ça demande vraiment un gros effort. Des fois, je suis moi-même surpris de me dire, tiens, là en ce moment, ça fait quelques dizaines de secondes que je suis plutôt dans une pensée pensive qu'une pensée pensante, c'est déjà ça. Et je m'ouvre. Et ça, je le sens. Et c'est à ce moment-là, alors j'aime beaucoup les arbres aussi. Bon, j'aime bien la nature en général, mais j'ai quand même des points d'intérêt principaux. Et dès que je réalise que ma pensée s'estompe, je vois les arbres prendre forme. Prendre forme dans mon esprit en réalité, évidemment, quoi. Eux ils sont là, mais dans mon esprit ils n'étaient pas là tant qu'il y avait cet écran de la pensée, quoi. Donc finalement l'obstacle c'est peut-être pas tant la sensibilité comme le laisse croire la science que la pensée justement, ou en tout cas un excès de pensée. Moi il y a eu des moments où j'ai eu peur dans la nature, mais pour moi, c'est des moments de telle intensité que, immanquablement, j'en garde de la nostalgie. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, d'être poursuivi par un hippopotame à pied. Et je peux vous dire, ça court très vite, un hippopotame. Mais alors là, franchement, je me suis senti dans la nature, c'est clair. C'est clair. Et là, c'est pas la peine de penser. Mon corps de lui-même a fait des zigzags. Sans même que j'y pense, et puis c'est ce qui m'a permis finalement, bon, ça ne m'a pas poursuivi très longtemps cet hippopotame, mais il courait quand même très vite. Mais c'est des formes très, très intenses, ou des orages, évidemment on a peur, mais c'est des moments où on est tellement livré aux éléments. Je ne pense pas qu'il faille avoir si peur de la peur. C'est ça aussi qui nous bloque, je pense, dans notre perception de la nature, c'est de toute façon on est un peu condamné à des transpositions, mais nous sommes tellement habitués au confort que nous voudrions fréquenter une nature confortable. Et là il y a un problème dès le départ, quoi. Alors pourquoi pas, mais on rate pas mal de choses, je pense. Si on exclut totalement le fait qu'il puisse y avoir aussi des dangers dans la nature, on gomme toute une réalité de cette nature. Alors il ne s'agit pas d'être maso, hein, d'aller chercher évidemment les difficultés,
Mais c'est ça aussi cette réalité que nous, dans notre monde d'aujourd'hui, alors là, pour le coup, on a totalement effacé. On est dans un monde absolument aseptisé, mais vraiment absolument, quoi. Et quand j'entends l'orage, moi, je ressens une certaine nostalgie parce que ça me ramène aussi à des périodes de crainte. Alors c'est amusant aussi, j'ai un autre souvenir là, qui me vient à l'esprit. J'étais en Afrique du Sud il y a 2-3 ans. C'était un colloque dans la région du Drakensberg où il y a plein de petits parcs. Et l'hôtel où nous étions était dans un parc, on pouvait se promener à pied. Puis on a eu une après-midi, donc moi je suis sorti, je me suis promené à pied longtemps, puis je me suis retrouvé dans un autre parc où je croyais qu'on pouvait aussi se promener à pied. Et finalement c'est en sortant que j'ai vu qu'on n'avait pas le droit. Et là je me suis retrouvé quand même avec des gnous qui m'observaient, qui avaient l'air très surpris de me voir, avec des zèbres, des antilopes, etc. Et alors évidemment, je regarde un souvenir merveilleux, j'ai été pas rassuré. Je me souviens d'un gnou seul qui me regardait, je voyais bien que je l'intriguais et il se rapprochait de moi, donc moi je faisais vraiment très attention. En plus il y a eu un orage, donc là ça a été la totale. Mais là c'est vraiment des formes d'immersion ou de manière de rejoindre la nature dont je pense nous avons tous besoin, quoi. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de prendre des risques, là, ça s'est passé comme ça, quoi. Moi je ne suis pas allé chercher de risques, mais c'est des moments où le corps est formidablement dilaté. Je ne suis plus enfermé dans mon corps. Et je me prolonge, mais c'est ce que je ressens aussi en écoutant les oiseaux. Je pense que c'est aussi pour ça que j'aime écouter les oiseaux qui me positionnent dans l'espace et qui me font sortir de mon seul esprit, parce qu'aussi ça me permet d'être dans une forme de convivialité avec le reste du vivant et à me souvenir, s'il y a besoin de se souvenir, que je ne suis pas seul et je ne suis vraiment vivant que dans cette convivialité, dans cette perception qu'il y a d'autres êtres vivants autour de moi qui d'ailleurs m'observent, forcément. Bon, sur la question de l'alimentation, il faut concéder aux exigences de notre corps aussi, qui nous condamnent à devoir manger des êtres vivants. Si nous étions des plantes, nous échapperions à cela grâce à la photosynthèse, mais ce n'est pas notre cas. Et moi, ça me pose pas de problème. Mais j'y pense. Quand des fois, dans mon assiette, je me dis, tiens, voilà, je suis en train de manger du vivant. Même avec une assiette de crudité. Mais ça fait partie du vivant, quoi. Je pense qu'on a un regard aussi sur la mort qu'on a tendance à exclure du vivant. Je sais que pour les orientaux, alors moi il se trouve que ces jours précédents, j'ai participé à une rencontre franco-japonaise. Il y avait une présentation où l'un des points c'était le fait que la vie et la mort ne s'excluent pas l'une de l'autre. C'est même pas une histoire de continuum, d'une certaine manière c'est la même chose. La mort est constitutive de la vie, peut-être la vie est constitutive de la mort. Donc le fait de manger, c'est une forme de prolongement aussi du vivant vers le vivant. Par l'intercession de la mort, peut-être qu'on peut dire ça comme ça, je ne sais pas. Mais c'est pas choquant. Je pense que à la limite, c'est peut-être notre manière de penser la mort qu'on devrait considérer comme choquante. Mais ça n'empêche pas de penser effectivement que nous ingérons de la vie. Mais ce qui ne nous empêche pas à ce moment-là d'être dans la nature, bien au contraire, quoi.
Alors moi je suis toujours en quête de... c'est peut-être la maladie du siècle, du toujours plus, j'en sais rien, mais je pense que c'est plutôt toujours mieux que toujours plus, là, ce dont je veux parler. Je suis en quête de plus d'éveil. Et ça, je pense que c'est une quête humaine. Moi, je suis persuadé que dans toutes nos sociétés, alors il y en a qui sont plus endormies les unes que les autres. Je pense que nos sociétés occidentales sont très endormies dans cette question de l'éveil, mais parce que l'éveil, c'est l'éveil en dehors de soi, c'est l'éveil aux autres, c'est l'éveil au monde. Et moi, je suis convaincu que le peu que j'ai entendu sur les peuples premiers, notamment quand j'ai vu des vidéos, bon, ça m'est arrivé aussi d'en rencontrer, mais évidemment il y a la barrière de la langue. Derrière cet aspect démuni qu'ils peuvent renvoyer, il y a cette capacité d'éveil qui, encore une fois, je pense, est partagée par tout le monde, mais qu'ils sont capables vraiment d'explorer beaucoup plus loin que moi je suis capable de le faire. Et pour moi, ma quête, c'est ça. Et je pense que ça restera cela jusqu'au bout. C'est vraiment de l'éveil au monde. Et l'éveil au monde, ça passe pas nécessairement par la connaissance intellectuelle, enfin au sens intellectuel du terme, mais plus par de l'expérience sensible. Puis l'expérience sensible, au bout du compte, c'est la vie, quoi. Et la vie, c'est l'éveil. Et je pense que la chance que nous avons en tant qu'être humain, c'est d'être plutôt bien pourvu pour ça, à condition de ne pas se laisser piéger par des formes d'être qui nous sont imposées sous la forme d'injonctions sociales, hein, encore une fois, qui voudraient nous faire croire que le sensible, ça n'a pas grande valeur, quoi, ça ne nous mène pas à grand chose, alors qu'en réalité, bon, plus ça va, plus je suis convaincu que cet éveil passe d'abord par le sensible. Mais quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faille mettre une croix sur la pensée, ça ne veut pas dire qu'il faille mettre une croix sur la science, mais c'est plutôt, bon, pour utiliser un peu un raccourci, c'est faire fonctionner nos deux hémisphères cérébraux, puisqu'il paraît qu'il y en a un qui est plutôt rationnel et l'autre qui est plutôt sensible. Donc c'est le lien finalement entre les deux qui, me semble-t-il, est une vraie question. Et bon, autant que je le sache, tout ça, ça remonte à nos ancêtres athéniens, si je puis dire, d'un point de vue culturel, quoi, hein. Ça remonte à 2300, 2500 ans, quoi, où le premier, autant que j'ai pu le comprendre, c'est Démocrite qui avait dit, donc là c'est 2500 ans, le sensible c'est un obstacle. Et on ne pourra pas avancer si on fait confiance au sensible. Et puis après, voilà, il y en a qui, évidemment, d'autres penseurs, d'autres philosophes qui ont enfoncé le clou. Alors Descartes en partie, même si c'est sans doute plus complexe que cela, il ne reniait pas le sensible, mais il ne proposait pas une démarche sensible pour déployer le monde. Donc je pense que ça fait 2500 ans que cette affaire-là perdure et que nous sommes enfermés dans ce rejet du sensible. Mais peut-être qu'aujourd'hui, finalement, on est en train de redécouvrir autre chose parce qu'on est en train de se rendre compte à l'évidence de nos propres impasses. Hein, évidemment, dans notre société occidentale, non seulement nous fabriquons nos propres périls, mais en plus, nous ne sommes pas si heureux que cela dans notre mode de vie, quoi. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Alors oui, alors c'est vrai que quand on rejoint sa propre nature, et donc la nature, donc lorsqu'on retrouve cette harmonie de soi dans la nature, il y a toujours du bonheur. C'est ça, c'est quand même gratifiant, quoi. C'est pas un exercice abscon et dur, c'est juste faire cet effort, c'est un acte. La perception, c'est un acte. C'est pas être passif, hein, c'est pas être comme une plaque photographique, non, c'est plus que ça, quoi. Mais c'est toujours, me semble-t-il, gratifié par de la rencontre, par de la surprise,
par de l'autre, de l'altérité et donc du bonheur. Pour moi, le bonheur, voilà, il arrive au moment où on ne l'attend pas, quoi. C'est ça qui qualifie le bonheur. Donc, ça sera dommage de s'en priver, quoi. Enfin, moi, je vois les choses comme ça. Ouais, c'est un beau programme, mais c'est pas forcément l'objectif, d'ailleurs, hein, la quête de bonheur. Ça vient après. C'est une... comment dire? C'est peut-être la cerise sur le gâteau, mais le gâteau est pas mauvais quand même, quoi.